bouton de l'obturateur vidéo, bouton. Hello, bien joué. Bienvenue sur ma chaîne Good Vibe Human Media. Voilà. Donc j'avais envie de parler des lobbies, ces professionnels de la désinformation qui depuis des décennies, on les connaît, hein, Monsanto, Philip Morris, Exxon, Coca-Cola et des centaines d'autres firmes dans le monde. Ils usent de stratégies pernicieuses afin de continuer à diffuser leurs produits nocifs, parfois mortels, et de bloquer toute réglementation. Et ça, c'est grave. Alors, je suis pas le premier à en parler, mais c'est sympa comme sujet. Alors, derrière un terme souvent usité, les lobbies restent méconnus du fait de leur opacité et du manque de données précises que l'on peut obtenir sur leurs impacts. Pourtant, à l'échelle nationale et européenne, ces groupes d'influence exercent une pression continue pour que les législations mises en place aillent dans le sens de leurs intérêts. Le plus souvent, c'est privé. La pratique est devenue tellement banalisée qu'elle va jusqu'à mettre en danger nos démocraties. À cause du rapport de force inégal dans lequel s'affrontent les sociétés civiles et représentants d'intérêts privés, c'est un gros combat. Alors, qui sont ces lobbies ? Un lobby est un groupe d'individus qui représentent des institutions ou des entreprises aux intérêts communs, qui exercent une pression sur les responsables politiques, par exemple, pour faire valoir ses intérêts de façon principale ou régulière. Un représentant d'intérêt peut être une personne morale, c'est-à-dire une entreprise publique ou privée, un cabinet d'avocats, une société de conseil, un syndicat. Ils peuvent ainsi se répartir selon un secteur d'activité économique, pharmacie, tabac, énergie, numérique, etc. Ou selon le statut social qu'ils représentent. Le lobby des patrons, des grands groupes. Une même entreprise peut ainsi faire partie de différents lobbies. Donc, jamais facile, quoi, de les démasquer. Alors les dirigeants de ces sociétés prennent en toute conscience des décisions qui vont à l'encontre de la santé publique et de la sauvegarde de l'environnement. Depuis des décennies, Monsanto, Philip Morris, Coca-Cola et des centaines d'autres usent de stratégies pernicieuses afin de continuer à diffuser leurs produits nocifs, parfois mortels, et de bloquer toute réglementation. Leurs responsables mènent ainsi une entreprise de destruction de la connaissance et de l'intelligence collective, instrumentalisant la science, créant des conflits d'intérêts, entretenant le doute. Ils disséminent une forme de propagande, on peut dire. Les lobbies ne sont pas
l'apanage des seuls groupes privés. Les organisations non gouvernementales et les associations démarchent elles aussi les élus pour faire entendre la voix de la société civile sur des sujets d'intérêt général. Seules ces ONG n'ont pas accès aux mêmes moyens humains et financiers pour faire entendre leur plaidoirie aux parlementaires et voient souvent leurs efforts dilapidés par l'influence des intérêts privés. Alors parlons un peu de la loi pour encadrer ces lobbies. Malgré une activité intense, les interventions des lobbies auprès du pouvoir législatif restent peu encadrées. Il est souvent très difficile pour la justice de parvenir à obtenir des preuves ou des traces de leur activité lorsque leurs pratiques ne respectent pas les processus démocratiques. Une loi qui ne remplit pas ses promesses. En France, depuis le 30 avril 2018, les représentants d'intérêts doivent déclarer leurs activités sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et ça, c'est pas partout dans le monde, hein, je vous rassure. Il s'appelle le HATVP. Comme le prévoit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cette loi voulait imposer un contrôle strict et plus particulièrement obtenir un bilan financier des activités des lobbying. Cependant, le conseil départemental a annulé cette dernière mesure. Dans sa décision du 8 décembre 2016, preuve du lien étroit et dangereux entre parlementaires et groupes d'intérêt. L'avocat Laurent Vallée, qui était secrétaire général du Conseil constitutionnel lors de cette décision, a rejoint 8 mois plus tard un groupe, Carrefour par exemple. Alors, outre l'inscription sur le répertoire des représentants d'intérêt, les lobbies doivent donner des informations sur l'identité de leur organisation et les sujets pour lesquels ils exercent une influence ou une pression. Chaque année, ils sont également tenus de remplir une déclaration d'activité comprenant les détails sur le type d'action engagée. Les responsables publics contactés il y a eu une rencontre en tête-à-tête, une conversation téléphonique ou encore un échange par mail. S'ils ne remplissent pas les obligations, ils encourent jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement, selon la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les lobbies ont pour interdiction d'offrir des cadeaux à un responsable public, de rémunérer un responsable public, pour le faire intervenir dans un colloque. Essayer d'obtenir des informations par des moyens frauduleux ou vendre des informations ou des documents obtenus auprès d'un responsable public. Seulement le montant alloué par les différents lobbies à leurs activités reste très peu connu. La loi exige seulement un ordre de grandeur, les coûts engagés
Alors ça part de 10 000 € jusqu'à 200 000 €, 300 000 € par année, voire plus quelquefois. Mais sans détail. La répartition selon les actions des lobbying menées. Alors il y a Le Monde a ainsi estimé qu'entre 68 millions et 104 millions d'euros ont été dépensés en lobby au cours du second semestre 2017, sans réussir à obtenir de la part des lobbies dépensant le plus d'argent pour leurs actions comment étant dépensé cet argent. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ça monte loin les sommes. Alors l'absence de loi en Europe, bien sûr, les favorise dans leurs actions. Il n'y a pas de législation pure et dure encadrant ces pratiques. Un registre de transparence a été créé afin de donner plus d'informations sur les types d'intérêts défendus à l'échelle européenne. Par qui et par quel budget? Ce système est géré par des fonctionnaires du Parlement européen et de la Commission européenne. Organisé dans un secrétariat commun du registre de transparence qui se nomme le SCRT. L'une des principales tâches du secrétaire et du registre est de contrôler la qualité globale des données figurant dans les registres de transparence en procédant à des contrôles d'admissibilité et de qualité. En outre, le secrétaire du registre veille à donner suite, comme il se doit, aux alertes et aux plaintes qu'il reçoit par les tiers. Le système mis en place comprend un site web public sur lequel les organisations représentent des intérêts particuliers au niveau de l'UE s'enregistrent et fournissent des informations actualisées sur ces intérêts. Un code de conduite régissant les relations des représentants d'intérêts avec les institutions de l'UE. Un mécanisme d'alerte et de plainte permettant à des personnes de déclencher une enquête administrative concernant des informations, des infractions contenues ou des violations présumées. Des lignes directrices pour les entités qui s'enregistrent et un service d'aide. Au 31 décembre 2017, le registre de transparence comportait 11 612 entités enregistrées, dont seulement 3 047 ONG, incluant des plateformes de réseaux assimilés. On observe donc une énorme puissance de frappe entre les différents types de lobbies, privés ou d'intérêt général. Ainsi, ce sont des intérêts privés déjà dominants qui sont le plus actifs dans les lobbies européens. Alors, maintenant, nous allons attaquer les relations dangereuses entre les sphères privées et publiques, plus connues sous le nom de pantouflage. Ça rime avec camouflage. L'habitude de travailler du public au privé et vice-versa renforce l'entreprise des représentants privés au sein des plus hautes sphères du gouvernement. En 2018, sur les 298 collaborateurs des cabinets ministériels, 43 étaient d'anciens employés de cabinets de grands lobbying, dont 4 sur les 9 que compte le ministère du Travail. Plusieurs lobbyistes professionnels sont aujourd'hui députés ou sénateurs
Par exemple, Hervé Maurey, sénateur de l'Eure depuis 2008. À la suite de la démission de Nicolas Hulot, l'exemple le plus assumé et étonnant est la nomination d'Emmanuel Wargon comme secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, alors qu'elle était directrice générale des affaires publiques de la communication de Danone. Cette situation est possible à cause du flou juridique quand un membre du gouvernement vient du secteur privé. En effet, alors qu'une commission de déontologie est censée émettre un avis favorable ou défavorable, eh ben, il faut croire que dans un certain délai, on oublie, ou on ne voit pas, ou on ne dit pas. Bref, vous connaissez la musique, hein. Je dis même pas ce que je pense. Je pense que ça, on le sait. Voilà. Alors, dans une enquête au cœur du lobby de Bruxelles, l'Observatoire des multinationales donne l'exemple d'Hervé Jouanjean, qui a successivement travaillé à la Direction générale du commerce, puis au budget de la Commission européenne, pour être finalement embauché comme consultant par un grand cabinet d'avocats français. Son rôle, défendre des intérêts privés de ses nouveaux clients auprès de ses anciens employeurs publics. Waouh! L'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Alors, nous allons parler des lobbies. La fabrique du doute. Afin de protéger leurs intérêts, les lobbies sont devenus de véritables marchands de doute, experts dans la manipulation d'informations. Ils utilisent différentes méthodes, parfois complémentaires, pour influencer les décideurs publics, politiques. Leur plus grand tour de passe-passe était de transformer le doute nécessaire en toute démarche scientifique pour diriger les travaux scientifiques. Eh oui. D'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui prouve les études sur les dangers du glyphosate. Alors méfiance sur les lobbies écolos. Eh oui, quand certains ont une double veste, forcément, les rapports, certains détails sont oubliés, cachés, ou déguisés avec des mots qui sont à double sens, ambigus, pour saper le travail des scientifiques desservant leurs intérêts. Certains n'hésitent pas à recruter des scientifiques pour démontrer leurs arguments. Oui, d'ailleurs on le voit dans les débats, souvent il y a des contre-vérités. Voilà. Pourtant ils ont le même métier, mais donc souvent quand on regarde, à la fin on ne sait pas qui dit la vérité. Donc si on a une petite idée, on va se dire voilà, ce monsieur dit la vérité et l'autre en face non. Mais je vous rassure, tout le monde n'est pas au courant de tout ça, et quelquefois même leur langage, c'est une éloquence. Voilà, vous connaissez la suite. D'ailleurs, aux États-Unis, l'industrie du tabac a publié de fausses études médicinales pendant de très longues années pour faire croire aux gens que la cigarette était sans danger pour la santé. Et quand on sait qu'il y a plus de 4000 produits pourris dedans. Une enquête consacrée au lobbying des laboratoires pharmaceutiques, les Pharma Papers, a reporté 14 millions de liens entre les labos pharmaceutiques et les médecins en France depuis 2012, pour un montant total de 3,5 milliards d'euros versés aux professionnels de santé.
des docteurs, des scientifiques, des professeurs. Cette somme déjà énorme en elle-même n'entre même pas en compte dans les annonces des dépenses dans les pharmaceutiques, lobby, Bruxelles, Paris, Washington. Donc les registres de transparence du lobbying mis en place à Washington, Bruxelles, Paris et plus récemment à Paris justement, permettent de lever partiellement le voile sur les dépenses du lobbying déclarées par les 10 plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde. Sanofi, Roche, Novartis, Pfizer. Les 10 poids lourds du secteur ont déclaré près de 100 millions d'euros de dépenses directes, rien que pour l'année 2017. Donc voilà, du bon mensonge bien ficelé. Donc si on en ajoute les dépenses principales des lobbies de l'industrie, le LEM à Paris, le FPA à Bruxelles, le PHRMA à Washington, il faut compter 30 millions de plus au moins. Et ce chiffre ne tient pas compte des dépenses et d'autres labos ou des dizaines d'associations professionnelles qui défendent les intérêts du secteur source Pharma Papers. Et ses conséquences sanitaires et environnementales sont parfois catastrophiques. Ainsi, le dérèglement climatique aurait pu être moins grave si le pétrolier Exxon s'était ingénié à changer ses pratiques. Au lieu de cela, l'entreprise a mené une véritable bataille de désinformation sur la réalité du changement climatique et l'impact des émissions de gaz et effets de serre sur le climat. Pendant une trentaine d'années quand même. Voilà. 98 à 2005, ils ont dépensé 16 millions de dollars pour la désinformation. Donc, vous voyez, c'est un petit rapport complet que je vous fais. Voilà. Les lobbies n'ont pas forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent pour influer sur les articles de loi. Et ouais. Donc vous voyez, il y a des députés qui combattent, qui accusaient les lobbies de produire du phytosanitaire, d'avoir eu accès à l'amendement qu'elle proposait pour interdire le glyphosate 90 heures avant. Les députés. L'amendement rédigé par Delphine Bateau souhaitait interdire le glyphosate en France d'ici 3 ans. Elle était certaine que les lobbies des produits phytosanitaires, le UIPP, ont pris connaissance de ces amendements avant les députés à cause d'une erreur dans leur plaidoyer de défense. Donc vous voyez, même quand on s'attaque à eux au Parlement avec des députés, il faut faire très peu d'erreurs. Sinon, ces gens-là sont rapides, redoutables et puissants et riches. Donc forcément, le nerf de la guerre, on connaît, c'est l'argent. Alors, le problème, c'est que l'accès aux institutions européennes n'est pas donné à tout le monde. Les lobbies, les cabinets, les entreprises, tout ça, c'est des clients. Le coût pour être représenté à Bruxelles constitue très certainement une barrière, mais pour y remédier,
Il y a des lobbies qui sont commis d'office, hein, financés par les pouvoirs, tout simplement. Et ça, voilà, hein, quand certains hommes de pouvoir, politiques, députés, ont une double casquette, bon ben forcément, le lobby savent très bien que le poids dans la balance penchera de leur côté. Face à la puissance des lobbies, certaines ONG essaient de rééquilibrer le rapport de force, comme les Amis de la Terre qui ont déposé un recours inédit contre le Conseil constitutionnel français pour mieux encadrer la pratique des contributions que leur font les lobbies. La réponse devrait être donnée dans un an. Donc si ça c'est en 2017, ça devait se passer en 2018. Donc vous voyez, les lobbies. Voilà, c'était un petit sujet que j'avais envie de parler, car on n'en parle pas souvent. Et quand il y a la télé on en parle, on n'est peut-être pas aussi précis. On n'explique pas vraiment que les hommes politiques ont une double casquette et en étant scientifique chez Danone ou consultant et en même temps député forcément. Et voilà, vous comprenez bien que c'est beaucoup d'argent tout ça. Donc notre santé, la santé de l'être humain, que ce soit la nature, que ce soit la planète, voilà. Ces gens-là pensent au profit plus qu'au bien-être. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce petit reportage, débat, conférence. Voilà. Très heureux d'avoir fait. J'espère que ça va vous plu, que ça vous a plu. Voilà. Et j'en ferai d'autres petits reportages sur d'autres sujets. Bien sûr, il y aura sur tous les sujets, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets, on peut en discuter. Alors bien sûr, il y aura des lives, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous remercie et puis prenez soin de vous, faites attention à la nature, aux animaux et à votre famille. Et n'oubliez pas une chose, combattez le diable avec l'amour. Bye.